Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors voilà, comme j'ai mis en message en début de la vidéo, je tiens à m'excuser d'avance si jamais il y a des problèmes de son ou autre chose à propos du son. Voilà, donc en effet la vidéo d'aujourd'hui traite sur l'armoire réseau en fait que j'ai chez moi. Je vais vous décrire son fonctionnement, à quoi ça sert, quel type de matos il y a, comment on gère tout ça, comment on fabrique tout ça, comment on câble tout ça, enfin vraiment tout sur tout. Enfin, je vais essayer de maximiser parce qu'il y a des choses qui seront impossibles à vous montrer, mais je vais essayer de faire un format complet pour cette armoire réseau qui est a priori définitive. Alors en effet, pourquoi je m'excuse au niveau du bruit? Je vous explique. Ça fait plusieurs semaines que j'essaie de tourner cette vidéo. Malheureusement, nous sommes en plein été. Je vous avoue qu'en ce moment, au niveau vidéo, j'essaie de trouver une façon pour avoir un meilleur format en fait, et c'est un peu la galère pour moi. J'ai plein de choses à vous présenter. Une enceinte JBL, mais le problème c'est que j'aimerais bien vous la présenter, mais j'aimerais vous faire écouter la qualité du son vraiment réelle, et là malheureusement ça bloque. Ensuite, je suis en plein préparatif pour une présentation de système, voilà, système vintage dans informatique du passé ou informatique vintage. Enfin voilà, plein de trucs. Donc bon, c'est un peu la galère pour moi. Là, ça fait longtemps, encore une fois, que j'ai pas sorti de trucs. Donc j'ai décidé de m'attaquer à l'armoire réseau en fait. Donc cette armoire, voilà, donc vous l'avez en partie en face parce que bon, malheureusement, elle est tellement grande que ça rentre pas dans le cadre. Et pourquoi il y a du bruit? Tout simplement, nous sommes en plein été, en plein cagnard. Il y a le bruit de la clim parce qu'il faut bien rafraîchir tout ça. Déjà, l'armoire est à 27 degrés 4 précisément, ce qui est pas trop mal, voilà. Enfin, voilà, là, j'ai mis en stand-by certains serveurs exprès pour que vous n'ayez pas trop de bruit. Donc, c'est dire l'effort que je fais parce que il en faut vraiment beaucoup pour que je mette en stand-by des serveurs. Bon, à cette heure-ci, ça risque pas grand-chose, voilà. Seuls les principaux tournent, mais bon. Voilà, donc bon, après cette longue intro, beaucoup trop longue comme d'habitude, on va s'attaquer à la présentation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de cette armoire? Donc, on va commencer par tout en haut. Donc, je vais vous filmer le serveur de remplacement qui, pour moi, compte quand même parce que bon, le jour où j'en aurai besoin, quand un serveur tombera, je serai bien content de l'avoir. Donc on commence par un serveur Dell 2 unités, donc un PowerEdge 2950. Voilà, donc ça c'est un serveur de remplacement, c'est-à-dire qu'il est configuré pour, dès que j'appuie sur le bouton Power en fait et que je l'installe dans l'armoire réseau en fait, il peut remplacer en fait le rôle de plusieurs serveurs qui sont devant vous. Alors pas tous, hein, parce que certains ont des rôles assez différents. Mais voilà, celui-là, on va dire que il peut remplacer les serveurs en fait à risque de panne entre guillemets élevé. Voilà, donc c'est un serveur sous de la base Xeon comme la majorité des serveurs d'ailleurs. Hein, j'ai que ça dans l'armoire ici. Oui, j'ai que ça, oui effectivement, que du Xeon. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, vous avez des processeurs sur les ordinateurs grand public, donc des AMD. Alors je suis pas trop pro AMD, donc je vais vous citer des vieux trucs hein, à l'époque où je bidouillais pas mal. Vous avez des processeurs type AMD Turion, AMD Athlon, etc. Vous avez des processeurs type Pentium 4, Core de Duo, Core i3, Core i5, Core i7, maintenant Core i9. Voilà. Dans les serveurs, il y a aussi un processeur. Mais majoritairement dans les serveurs, c'est des Xeon. Voilà, c'est un processeur en fait spécifique au serveur. Voilà. La quasi-totalité des serveurs sont sous des processeurs Xeon. Voilà. Il existe un petit peu de i3, mais sinon la plupart c'est il y a du AMD Opteron aussi pour les vieux serveurs, mais la plupart maintenant c'est du Xeon. Donc voilà pour le serveur de remplacement. Donc voilà, il a pas mal de baies de disques. Son système actuel est un vieux Windows Server 2008. Alors je sais que ce n'est pas de toute fraîcheur, il est même devenu obsolète. Seulement, faut pas oublier que c'est un serveur de dépannage en fait. Il est prévu normalement, moins il tourne, mieux c'est pour lui. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc bon, honnêtement, voilà, ça m'embêtait un peu de payer une licence pour avoir un Windows 2012, voire Windows 2016 pour un truc qui tourne, si ça se trouve, un jour dans l'année.
voire même pas. Voilà, donc c'est un Windows 2008 serveur, c'est une édition Data Center qu'il y a dedans, enfin la plus complète. Voilà, donc ensuite, nous passons à du petit matos que j'ai depuis assez longtemps, les NAS. Donc, nous avons plusieurs NAS, donc principalement, alors les NAS, pour ceux qui ne savent pas, hop, c'est tout ça en haut. Donc je vous filme de loin, hein, mais en même temps, c'est pas du matos très important à voir de près, j'ai envie de dire, et vous risquez d'avoir 10 fois plus de bruit si je filme de près. Donc là, vous avez, donc en commençant par la gauche, voilà, donc vous avez un NAS D-Link, donc qui est un DNS 320, il me semble. Donc, alors il y a eu Pulse 320 parce qu'il y a eu plusieurs types de DNS 320. En fait, c'est très très con et vous allez en avoir la preuve sous les yeux. Donc, petit NAS configuré en RAID 1. Donc, pour ceux qui veulent savoir les trucs de RAID, pour l'instant, je vais expliquer que le RAID 1. Le RAID 1, c'est simple. Vous avez deux disques durs, on va dire allez, on va dire au hasard, de 250 Go. Alors vous allez me dire, bon, 2 disques durs, 2 fois 250 est égal 500 Go. Eh bien j'ai envie de vous dire, perdu. En fait, le RAID 1, si vous voulez, c'est une technologie qui duplique les données sur chacun des disques durs, mais en disque réseau, vous voyez qu'un seul disque dur. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez copier l'image A. On est d'accord que dans votre NAS, vous avez 2 disques durs de 250 Go. Ben, sur votre ordinateur, vous allez avoir qu'un volume de 250 Go. Et quand vous allez copier l'image A dans le volume 250 Go, il sera copié et sur le disque 1 250 Go et sur le disque 2 250 Go. Il sera copié en double en fait. Et ça pour tout ce que vous mettez dans votre NAS. Le jour où vous avez une casse de disque dur, bah c'est simple, vous avez juste à prendre le disque dur défectueux qui normalement, soit pour les systèmes les plus basiques, vous font un petit rappel via les voyants en façade. Là on ne les voit pas mais il y a des voyants bleus sur ce disque. Si un est absent ou vire au orange, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le panneau de contrôle vérifier l'origine du problème, et ça sera souvent un disque dur défectueux en fait. Et donc il suffit juste de remplacer le disque dur. Pour les NAS, on va dire les plus on va dire les plus développés, voilà, tout simplement, comme les Synology, ou même il n'y a pas besoin de taper aussi cher, les données vont se reconstruire automatiquement en fait, c'est-à-dire sans aucune intervention de l'utilisateur, si ce n'est que remplacer le disque dur défectueux. Pour les NAS un peu plus bas de gamme comme cela, parce que j'ai pas grande importance moi à avoir du Synology ou un truc comme ça, c'est juste pour du stockage, je ne cherche pas de la performance ni rien. En fait, il faudra lancer la plupart du temps, il faudra juste aller dans le panneau de contrôle et appuyer sur un bouton pour dire formater le nouveau disque. Et une fois le disque formaté, c'est simple, reconstruire le volume en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà pour le RAID 1 en fait, ça limite la perte. Alors bien entendu, le RAID 1, ça peut paraître tout beau tout rose sur papier. Mais encore une fois, alors là je vais vous faire vraiment psychoter pour tous ceux qui s'intéressent à leurs données, etc. Il n'existe quasiment aucun moyen sûr de stockage avec autant de possibilités qui existent. Je vous explique. Là, le RAID 1, ok, bon, ça paraît fiable parce que c'est stocké sur 2 disques. C'est rare que 2 disques pètent en même temps. Le temps de la reconstruction, c'est-à-dire de la recopie des fichiers sur le nouveau disque qui dure en moyenne 12 heures, on va dire. Et c'est très peu probable que pendant ces 12 heures, un disque dur pète. Ok, tout est beau, tout est rose. Seulement, parce qu'il y a un seulement, imaginez que ce NAS là, voilà, soit HS, et bien ma grappe de RAID est cassée en fait. C'est-à-dire que mon RAID est foutu en l'air. C'est-à-dire qu'à moins de prendre, et je suis même pas sûr que ça fonctionne correctement, exactement le même NAS, et bien normalement, il n'y a aucun moyen de récupérer ces données parce que, en gros, ces données sont pas crypté mais tout comme en fait, c'est-à-dire que chaque contrôleur a sa façon de positionner en fait les données sur le disque. Donc à moins de trouver exactement un appareil avec exactement le même contrôleur, etc. Et bien pour les NAS, voilà, c'est assez rare quand même. Donc c'est pas infaillible, voilà. C'est pour ça que je vais vous expliquer après ma technique de RAID envers les NAS.
Mais pourquoi j'en ai autant d'ailleurs, voilà. Donc ensuite, le blanc, là, vous avez un D-Link DNS 327L, voilà, que j'ai depuis belle lurette. Donc c'est pareil, technologie RAID 1, je crois que nous avons 2 Tera dedans, hein, voilà, donc 2 disques de 2 Tera. Voilà, bon, même technologie RAID 1. La seule particularité de celui-là, c'est qu'il est accessible vers l'extérieur via le service MyD-Link. Mais bon, alors pour les amateurs... Alors les amateurs ne le prenaient pas comme une insulte, mais pour une utilisation particulière basique, ça va. Moi maintenant je me fais plus chier à avoir un accès extérieur vers les NAS. J'ai directement un accès extérieur en TSE sur un de mes serveurs et là je me sers sur toute mon infrastructure qui est devant. Voilà. Mais bon, pour un particulier c'est bien, même si pas trop au point parce que l'interface est pas mal buggée dedans. Alors ensuite nous avons un Western Digital MyCloud 1 Tera, donc la petite particularité, ça a été mon premier gros NAS, que je laisse toujours en service parce que bon il contient principalement mes musiques dedans, là c'est une utilisation personnelle. Bon, étant donné que c'est un NAS avec un seul disque dur, je ne lui fais bien entendu pas confiance. Pour moi, je peux pas tellement qualifier ça de NAS, mais de disque dur réseau connecté en fait. Même si ça revient au même, pour moi un NAS c'est une solution de sauvegarde sûre. Là, le disque pète, clairement, je l'ai dans le voilà, bon, vous inquiétez pas, j'ai prévu pour sauvegarder toutes les musiques. Hein, voilà, elles sont sauvegardées sur une bête qui n'a rien à voir avec un NAS. Enfin, le principe est le même qu'un NAS, mais la sécurité est tout autre. Et en dernier, bah, vous avez un D-Link DNS 320, voilà. Donc DNS 320 qui, je crois, le plus petit stockage, je crois qu'il est en 500 gigas, voilà. Donc bon, voilà, c'est vraiment un truc assez vieux, c'est pareil que j'ai, qui fonctionne en RAID 1. Ça tourne vraiment bien parce que franchement, ça fait des années que je les ai. Ils fonctionnent non-stop, honnêtement. Il n'y a jamais d'arrêt. Ils sont dépoussiérés qu'une fois par an. Et Dieu sait si ça en avale de la poussière. Là, c'est pareil, c'est pas des disques durs spécial NAS que j'ai, c'est des disques durs grand public. Ils sont souvent à des chaleurs constantes de 50 degrés. J'ai des disques durs qui ont plus de 3-4 ans. Je ne les ai pas changés parce qu'en fait, enfin, je vous explique, hein. On considère en général qu'un disque dur, quand il tourne non-stop avec des chaleurs extrêmes et tout ça, au bout de 2 ans, il est rincé. Moi, je fais esprit de les pousser jusqu'au bout parce que j'ai de la sauvegarde sous le pied, en fait. Donc, je peux me permettre de cramer un disque dur et de l'amener jusqu'au bout. Avant, je l'aurais pas fait. Quand les NAS étaient mes seuls trucs de sauvegarde, je l'aurais pas fait. J'aurais fait des changements préventifs. Donc là encore ça c'est la petite parenthèse pour Fabien qui teste effectivement, qui d'ailleurs est pas beaucoup actif en ce moment tout comme moi, de Electronic Arts hein, si vous préférez, je vous mettrai sa chaîne dans la description, vous saurez de qui je parle, a fait un truc, donc le disque torture test en fait, il cherche à savoir qu'est-ce qui peut flinguer un disque dur. Il avait dit la chaleur. Moi je suis un peu sceptique en fait, hein, parce qu'honnêtement, souvent on entend dire l'ennemi du disque dur et la chaleur, l'ennemi du disque dur, machin chouette, etc. Moi honnêtement j'ai des disques durs, je crois que le plus vieux disque dur dans Sénat ça a 7 ans je crois. 7 ans dont 5 bonnes années à tourner, il fonctionne encore. Hein. C'était les premiers 1 Tera. Donc 7 ans à fonctionner, enfin donc bien 5 ans à fonctionner à 50 degrés non-stop et il fonctionne toujours et ne présente aucune anomalie smart, donc c'est vous dire. La marque pour info c'est du Western Digital et je crois que même c'est un Scorpio Blue, la gamme grand public, c'est vous dire si normalement c'est de la merde mais ça tient. Bon voilà, donc bref, là on a fait concrètement le tour des NAS. Voilà, donc on va dire que c'était mon ancien stockage amateur, on va dire, mais que je garde toujours parce que c'est quand même assez utile. Alors ensuite, on va attaquer une gamme un peu plus professionnelle. Nous avons des switches. Donc, nous avons un switch Netgear, voilà, qui est en gigabyte, hein, voilà, autant le dire à l'anglaise. La seule particularité qu'il a, donc celui-là, je l'ai récupéré. Excusez-moi. Je l'ai récupéré, la seule particularité qu'il a, c'est que normalement c'est censé être un switch PoE, et le PoE tout simplement dedans est cramé, en fait il ne fonctionne plus. Moi clairement je m'en bats complètement les reins parce que je n'ai absolument aucun de chez aucun appareil en PoE qui fonctionne chez moi, donc bon, c'est pas du tout un problème. Hop, excusez-moi pour le mouvement de caméra, voilà.
Donc voilà, c'est lui qui centralise, on va dire, un peu toutes les connexions. Voilà, donc du serveur jusqu'à mon atelier qui est derrière cette pièce, voilà, enfin, tout dans cette maison transite par lui. Tout ce qui est connecté par Internet, même les points Wi-Fi, sont reliés à ce switch. Toutes les données transitent par lui. Donc je peux vous dire qu'il envoie un paquet. En dessous, donc vous avez deux switches. Donc là, on va dire que ça, c'est des roues de secours. Voilà, donc vous avez un Novice Link très bas de gamme. C'est un 16 port tout pourri, quoi, vraiment en mégabits, quoi, enfin 100 mégabits Ethernet. On va dire que ça, c'est les roues de secours, c'est-à-dire si jamais le switch crame, que bon, certes, j'aurai moins de performance niveau réseau, transfert de fichiers, etc., mais j'aurai toujours un accès à Internet. Je suis pas obligé, en fait, de démonter la baie de brassage, en fait, de démonter le truc, parce que vous voyez que les NAS sont posés dessus. Je peux faire ça plus tard sans interruption de service, parce que c'est ça mon but, c'est d'avoir le moins d'interruptions de service. Vous savez, dans ces domaines de réseau, il faut qu'il y ait le moins d'interruptions de service, en fait. Voilà, donc, et ensuite vous avez carrément un hub. Alors lui, il est là symboliquement, c'est pareil, il est prêt à partir, mais bon, là on n'est même pas à 100 mégabits, on est à 10 mégabits, c'est pour vous dire. Il en a vu, il est vieux, mais il tient toujours. J'avais récupéré ça à mon bahut à l'époque, à mon lycée, pour ceux qui parlent pas voilà, comme je parle. Il en a vu de toutes les couleurs, mais il fonctionne toujours. Il m'a rendu service plus d'une fois. Donc bon, autant le garder, voilà. Bon, c'est allumé, ça consomme que dalle, ça consomme même pas 5 watts ce truc, donc bon. C'est honnêtement, c'est au cas où, voilà, anticipation de panne au cas où. Notamment, je mettrai les points Wi-Fi dessus ou une connerie comme ça, enfin, ça fera l'affaire. Donc ensuite, nous passons encore à plus lourd. Donc juste en dessous, eh bien, on attaque, hop, pardon pour le mouvement de caméra, on attaque le premier serveur, voilà. Donc il s'agit d'un serveur Fujitsu, voilà. Donc sous une base de processeur Xeon, alors les fréquences de processeurs, etc., je ne sais plus trop, je vous mettrai par ordre croissant les références dans la description, parce que y en a, l'étiquette est planquée, etc. Là, c'est de la façon que je suis installé, ça va être très difficile pour moi de faire des allers-retours pour vous lire l'étiquette qui est planquée là, voilà. Donc bon, c'est un peu le merdier. Je vous mettrai les liens, c'est-à-dire les liens. Première référence en haut de la liste, voilà, sur ça, et jusqu'au dernier qui est en bas. Voilà, donc un Fujitsu, serveur Fujitsu, très très silencieux, faible encombrement. Je l'ai payé une misère d'occasion, ça tourne très bien. Il a deux disques durs de 750 Go mis en RAID 1. Voilà, il a 8 Go de RAM, je crois, celui-là. Alors bon, celui-là, c'est simple, il me sert uniquement à faire de la session TSE chez moi. C'est-à-dire que la session TSE, je vais vous montrer concrètement vers la fin de la vidéo à quoi ça ressemble. En fait, c'est depuis n'importe quel poste de travail, vous pouvez vous connecter à votre serveur comme si vous branchez un écran dessus, un clavier, une souris, seulement tout passe par un cordon Ethernet. Voilà, c'est vraiment... Et vous avez toute la performance du serveur dans une machine, même toute pourrie. Voilà. Donc ensuite, voilà, celui-là sert principalement qu'à ça. Il sert à d'autres fonctions, mais voilà, c'est-à-dire que tous ils se commutent plus ou moins en fait. Ils sont prévus pour se commuter, donc bon, ça serait difficile vraiment de dire toutes les fonctions qu'ils ont. Alors ensuite, vous avez un magnifique Lenovo ThinkServer, voilà. Donc c'est de la bécane très robuste, franchement. On peut voir que bon, lui c'est pareil, il est en RAID 1, dont un disque de secours qui est branché à chaud. Hop, voilà, mais qui n'est pas lancé pour l'instant. Vous voyez qu'il y a pas mal d'activités, voilà, enfin, encore là c'est le soir, donc il y a moins d'activités, mais normalement les voyants de disque dur clignotent quasi en permanence, quoi. Alors lui en fait c'est simple, c'est mon accès extérieur, notamment pour la baie de baie de brassage d'armoire réseau, c'est-à-dire que c'est celui, en fait, comment vous expliquer. Bon, je vous détaillerai un peu comment faire vers la fin, c'est tout bête, notamment sur une Livebox, parce que j'ai que de la Livebox chez moi. En fait, c'est tout simple. En me connectant à une IP spécifique, dont je ne vous communiquerai bien entendu pas, je peux me connecter en fait à ce serveur depuis n'importe quelle machine et depuis n'importe quelle connexion du monde entier en fait. Voilà.
Ce qui fait que je peux être même aux États-Unis, je pourrais me connecter à mes serveurs via n'importe quel poste et directement avoir l'affichage du bureau de ce serveur en fait depuis n'importe quel poste et depuis n'importe quelle connexion en fait. Alors à quoi ça sert? Tout simplement après, donc il sert pas qu'à ça, mais principalement on va dire que ce serveur-là est connecté à celui-là. Enfin, tous les serveurs sont connectés à celui-là, les NAS sont connectés à celui-là, les volumes sont montés, etc. C'est grâce à lui aussi, c'est un peu particulier comme manipulation, mais que je peux faire du wake on LAN sur à peu près toutes les machines que j'ai à la baraque. C'est-à-dire que j'ai besoin de vérifier, je vais dire une connerie. Allez, moi dans mon atelier j'ai un PC, on va dire. Mettons que j'ai une facture d'un client qui est stockée dans ce PC, j'ai oublié de le foutre sur mes serveurs d'accès extérieur. Mais je peux par exemple réveiller à distance un PC d'atelier là où est stocké une facture client, contrôler le PC de l'atelier depuis une connexion. Donc ça fait une session TSE ouverte dans une autre session TSE, donc c'est un peu l'usine à gaz, pour ensuite glisser la facture qui est dans le PC atelier sur les NAS ou sur le serveur, éteindre ensuite le PC de l'atelier, et voilà. Enfin, c'est vraiment, les possibilités sont assez monstres. Alors bien entendu, ça nécessite un niveau de sécurité assez extrême, quitte à se limiter de fonctionnalité, parce que du moment que vous avez un tuyau ouvert à l'extérieur, il faut partir du principe que n'importe qui peut y avoir accès. Alors, en théorie, non, c'est sécurisé. En pratique, oui, en fait, parce que franchement, bon, c'est pour ça que je recommande d'avoir franchement des mots de passe vraiment hyper bien sécurisés, etc. Enfin, tout un tas, des VPN dans tous les sens et tout le bordel, quoi. Mais il faut savoir que même les serveurs de Facebook ou de Google ne sont pas infaillibles. Tout serveur mis sur un réseau disponible sur l'extérieur n'est pas infaillible, franchement. Donc voilà, vous pouvez même avoir le meilleur antivirus du monde. Bon, vu les prix des antivirus serveurs, honnêtement, ils font correctement leur taf, ils bloquent des connexions suspectes, etc. Mais rien n'est infaillible. À la limite, le seul truc à faire, c'est d'autoriser qu'une connexion avec des lieux définis en connaissant l'IP des lieux là où vous allez. Par exemple, je dis une connerie, je me connecte souvent sur le McDo du coin que je vais. Supposons que le McDo du coin a une IP fixe, je rentre une autorisation sur mon serveur pour le McDo du coin, comme ça, une personne, quand je me connecterai depuis la connexion du McDo du coin, ce hotspot, le serveur dira ok, c'est une IP qui est dans la liste blanche, on va dire, on peut la laisser passer. Mais voilà, c'est très complexe à mettre en place, à sécuriser, hein, faut pas faire n'importe quoi avec. Hein. Donc voilà, celui-là, grosso modo, sert à ça, voilà, en fait. Et il y a un peu de stockage, donc c'est encore une fois du Xeon, il a quand même 16 Go de RAM, qui était livré par défaut. Disque dur, c'est du 10 000 tours minute, voilà. En 2,5 pouces, chose assez rare et qui vaut quand même une petite fortune. Donc c'est du bon serveur. Celui-là, tout comme le Fujitsu, ne font pas trop de bruit et ne chauffent pas. C'est pour ça, franchement, c'est des serveurs très bien conçus. Alors, je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà, donc d'ailleurs, je vais vous zoomer un peu, voilà, les serveurs. Hein, voilà, donc le serveur Fujitsu, voilà, que vous voyez, le serveur Lenovo et voilà, ce petit logo, vous le connaissez. Le serveur Apple, voilà, donc voilà un petit iXerve. Donc petit iXerve des années 2006 celui-là. Donc il a un problème au niveau de la partie graphique, mais étant donné que jamais aucun écran n'est connecté dessus, je m'en fous un peu. C'est pareil, c'est utilisé en système TSE mais sur Mac, on va dire. Hein. Donc bon, celui-là sert à desservir 2-3 en fait il y a des applications. En fait ce serveur est configuré quasiment comme un Mac en fait. C'est-à-dire que bon, c'est macOS Server, c'est 10.7 si je dis pas de conneries qui est installé dedans. Voilà, c'est un Xeon aussi qu'il a. Même 2 Xeon, celui-là il a. Ensuite il a 8 Go de RAM. Et le truc qui a en fait alors c'est des vieilles licences et des vieux logiciels, mais il y a du Adobe d'installer dedans, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, etc. Et en fait, ce serveur sert de roue de secours à certaines personnes que je connais, en fait, qui ont un vieux PC moisi,
voilà, avec un genre de logiciel d'émulation, etc. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Ou qui ont même, je connais certains de mes clients qui ont ça, qui ont un vieux Mac moisi, qui établissent une connexion à distance en fait sur ce serveur Apple. Et du coup, ça leur fait, mettons que leur iMac de dernière génération crame en fait. Bon, c'est sûr que leurs documents, ils l'ont sauvegardé, mais les applications, etc., ils n'ont pas de machine sous la main, ou tout au moins pas de machine assez performante pour faire tourner tout ça. Donc, c'est un peu usine à gaz, mais on va dire que la personne, admettons, a un e-book G4, donc une machine qui commence à se faire relativement vieille, va se connecter en gros en genre de TSE sur ce Mac, et son e-book G4, en fait, ça lui affichera sur son écran une session de, hop, je sais pas où est mon doigt, de cette iXerve en fait. Donc du coup, son e-book G4 en gros se transformera en machine assez performante avec deux monstres de Xeon en processeur et je sais pas combien de gigas de RAM. Là où ça pose problème, en fait, c'est au niveau des transferts des fichiers qui est un peu bordélique via macOS en fait, même si c'est faisable. Donc bon. Et c'est vrai que j'ai pas une connexion mirobolante, donc quand, mettons, un graphiste veut m'envoyer une image PNG de 100 mégas, ça pose problème en fait. Donc bon, voilà, mais bon, c'est quand même une petite roue de secours qui est bien sympa. Là, en ce moment, l'activité est quasi inexistante, voilà, donc d'habitude, il tourne, voilà. Là, vous avez pour ceux qui ne connaissent pas, hop, je vais vous montrer ça exceptionnellement. Je vais le sortir de veille parce que oui, ça se voit en veille très facilement à Xserve. Voilà, donc ça fait un raffut de tous les diables. Et là, vous allez voir normalement des petites LED bleues là. Hop. Alors, je ne sais pas si elles vont apparaître. On voyait les LED bleues des disques. Ah voilà, ça commence à... Voilà, là c'est les voyants d'activité en fait, processeur en gros, enfin voyants de charge en fait de système général du iXerve. Plus les LED vont vers la droite, plus ça veut dire que le système il est à pleine charge. Et honnêtement, actuellement, j'ai une charge vraiment qui est très très réduite sur ce iXerve. C'est rare que ça dépasse un point ou deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sert en fait. De toute façon, c'est vraiment un serveur qui, en gros, on m'appelle, on a besoin d'une solution de secours. Avec un serveur Mac, on m'appelle, je le fous en route quoi. Hein. Là, actuellement, je l'éteins pour des raisons qui dégagent énormément de chaleur, etc. et qui fait énormément de bruit. Mais le principe est ça. Hein. C'est pas un serveur, on va dire vital, vital, vital. On va dire que c'est une roue de secours. Donc je vais le rééteindre avant de me choper une migraine, enfin le foutre en veille. Vous allez voir comment c'est simple. Il n'y a pas besoin de cliquer n'importe où, etc. Juste presser sur un bouton. Et voilà, ça y est, il est passé en veille. Donc vous voyez à quel point quand même les serveurs Apple sont quand même pas mal foutus. Bon là vous avez d'apparence, parce que derrière les switches vous avez des points Wi-Fi qui sont assez planqués. Là vous en avez un autre, hein, ça c'est un vieux D-Link, pour moi personnellement c'est un point Wi-Fi perso, voilà. Donc bon, rien de... c'est très vieux, d'ailleurs celui-là il vous être viré, seulement comme j'ai pas mal de machines connectées dessus, tant qu'il fonctionne, il reste. Le jour où il claquera, ben, je le virerai. Le problème, c'est que c'est increvable ces trucs. Alors là, vous avez un monstre assez conséquent. Vous pouvez voir d'ailleurs l'épaisseur ridicule du iXerve face à ce monstre de Dell. Alors, l'écran est orange en fait là sur le côté pour les connaisseurs parce que j'ai une ventilation qui commence à donner un peu de signe de faiblesse en fait. Voilà. Donc bon, il me l'indique, mais bon, c'est une ventilation qui est pas tellement importante. Voilà, donc bon. Vous savez, ces serveurs en général, c'est largement bien refroidi. Il y a je sais pas combien de ventilateurs en redondance. Donc celui-là est un Dell PowerEdge 2900, oui 2900. Donc celui-là sert uniquement à du gros stockage en fait. Voilà, donc lui a une quantité assez énorme en fait de stockage. Voilà, donc si je me souviens bien, il a sa voisine en fait. Je me suis fait plaisir sur ce modèle. Alors que je vous raconte pas. Il a plus de 20 Tera de stockage, voilà, en RAID, c'est du RAID 5 qu'il y a, il me semble, dedans. Enfin, je sais pas, bah, encore 20 Tera, non, il me semble qu'il y a plus. Hein. Faudrait que je démonte parce qu'il y a un mix de disques durs dedans, en fait. Il y a du 3 Tera, 4 Tera, 2 Tera, en fait. Et en fait, il a énormément de rangées. Donc, bon.
C'est assez impressionnant dedans. Mais c'est le serveur en fait, c'est la première énorme roue de secours par rapport au NAS et au stockage total des serveurs. En effet, lui centralise à lui seul tout le stockage des NAS que je vous ai montré en haut, qui sont stockés ici, et tout le stockage des autres serveurs. Voilà. Mais c'est pas fini, vous allez voir que niveau sauvegarde, il y a la dose. Hein. Donc celui-là sert uniquement qu'à ça, de stockage de gros fichiers. C'est pas tellement de la sauvegarde, on va dire, que c'est du stockage de gros fichiers. Voilà. Et ensuite, pour terminer, enfin presque terminer, parce qu'il y en a un autre en dessous, vous avez donc un Dell PowerEdge 2850 qui est en dessous. Donc la génération précédente à celui qui est tout en haut, voilà. Donc c'est assez vieux, franchement. Il est sous un Windows Server 2008, voilà. Donc bon, c'est un truc quand même assez vieux. Bon, il sert aussi, on va dire, en gros en sorte de backup prêt à partir en fait, mais faut vraiment, il sature très vite, hein, vu que c'est un truc, il me semble qu'il n'y a que 6 Go de RAM, c'est un vieux Xeon qu'il y a dedans, c'est même pas des disques durs SAS ou Serial ATA, parce que vous allez vulgariser comme ça, mais les disques durs serveurs s'appellent les disques SAS ou SAS. Ça, c'est des SCSI, voilà, donc c'est tout un bordel à trouver niveau compatibilité. En gros, pour faire simple, c'est un serveur de secours. Et bon, c'est très solide, ça, la peau dure. J'allais dire, il est en voie de crevaison, mais non, en fait, il est allumé en permanence. Franchement, le truc qu'il y a, c'est que ça tourne. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il est bruyant. Mais sinon, voilà, ça tourne 24h/24, c'est hyper robuste et ça chauffe. Enfin, quoique celui-là chauffe pas mal. Niveau OS, j'ai oublié de vous préciser. Donc là, on a du Windows Server 2016, du 2016 également. Là, c'est du macOS 10.7 Server. Là, c'est du Windows Server 2012. Là, c'est du Windows Server 2008. Je précise que quand je vais vous faire une démo sur les sessions TSE, il est possible que vous voyez un message Windows n'est pas activé. C'est un bug rarissime en fait. C'est lié aux sessions TSE, d'après ce que j'ai compris. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai téléphoné à Microsoft, ils ne savent toujours pas résoudre mon problème, c'est-à-dire que d'un coup ils trouvent que ma licence est légale alors que je l'ai payée, hein. Après de l'autre ils trouvent que visiblement elle n'est pas bonne, etc. Donc c'est un véritable sac de nœuds. Visiblement ils savent pas trop parce que ça met que Windows n'est pas activé, mais quand Windows n'est pas activé le serveur redémarre toutes les heures, là ce n'est pas le cas. J'ai pas de bridage de fonctionnalité ni rien, donc bon... Visiblement, d'après Microsoft, ça sera un bug un peu orphelin. Voilà, peut-être lié à des serveurs qui... parce que c'est vrai que c'est le Windows Server 2016 que j'ai, mais normalement, ils sont nativement compatibles uniquement jusqu'à Windows Server 2012. Donc, Microsoft m'a dit que ça pouvait venir, que les serveurs n'étaient pas conçus de base pour faire tourner du Windows Server 2016. Chose que je trouve un peu étrange parce que je vois pas le rapport entre l'activation d'une licence... Enfin, elle a activé la licence, c'est ça qui est bête, c'est que dans le panneau de config elle est dit comme activée et ça me met le message comme quoi ce n'est pas activé. Donc franchement voilà, bon Microsoft en gros à la preuve de mes achats, ils m'ont dit en gros de pas m'inquiéter plus que ça. Ils ont essayé une fois de me filer un patch quoi qui n'a absolument pas fonctionné, donc bon j'ai abandonné l'affaire. Pour l'instant ça fonctionne nickel, donc voilà, il n'y a aucun problème. Donc, ensuite en bas nous avons un serveur au format tour qui commence d'ailleurs un peu à prendre la poussière, il faudrait que je fasse le ménage dedans. Donc c'est un petit... hop, j'ai un peu de grain sur la vidéo. Si je fais un petit focus, est-ce que ça va mieux? Ouais, un peu. Donc c'est un serveur HP, donc sous un processeur Xeon. Il a 16 Go de RAM. C'est des disques durs 15 000 tours minute, voilà, donc vraiment assez puissant, mais pas de très grosse capacité. C'est du 146 Go chacun mis en RAID 1. Donc en fait c'est pareil, en fait c'est l'accès extérieur de secours, mais beaucoup plus bridé en fait celui-là, parce que il n'a pas les protections nécessaires, et pour le trouver franchement, enfin même moi je m'emmerde, donc c'est un peu compliqué en fait. Voilà, donc bon, c'est juste un backup de secours en fait, si jamais il y arrivait encore un autre problème. Donc voilà, c'est comme vous pouvez le voir, hein, franchement c'est une forteresse quand même
assez bien gardé quoi. C'est franchement de base il y aurait que 2 serveurs qui seraient essentiels ou 3 dessus, mais j'ai préféré rajouter des sécurités à des sécurités. C'est-à-dire que là en fait je dors tranquille. Je me dis pas le lendemain ah merde si j'ai un serveur qui claque. Qu'est-ce qui se passe à part le Apple, effectivement parce que c'est la merde à trouver c'est Xserve parce qu'ils ont été arrêtés en 2011, mais sinon clairement je peux dormir tranquille. C'est des trucs qui sont relativement bien sécurisés. Il y a une redondance qui est vraiment énorme sur ce système-là. Donc ensuite, maintenant, on va passer à la découverte des sessions TSE en fait. Donc on va commencer la découverte de la session TSE d'abord sur Mac. Et ensuite, on va faire de la découverte de sessions TSE sur un vieux PC exprès volontairement pour vous montrer comment ça fonctionne en fait et voir un peu ce miracle un peu de trucs, comment ça fonctionne. Voilà, je vous dis à de suite. Voilà, donc là on est devant l'écran de l'iMac. Alors je sais que en 2018 ça paraît très con de filmer un écran d'iMac depuis un téléphone, mais bon c'est plus simple pour moi et pour ce qu'il y a à montrer. C'est pas vraiment capital d'avoir une résolution 4K 60 fps par seconde, etc. etc. Donc c'est très simple, vous avez un logiciel vers le bas, hop, voilà, qui s'appelle Microsoft Remote Desktop. Donc ça à télécharger sur Mac en fait. Donc comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de taper l'adresse IP de son serveur, voilà. Ensuite le mot de passe, le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a voulu configurer. Et ensuite, normalement, ça vous connecte directement au serveur et ça vous affiche l'écran du serveur sur votre Mac avec la résolution de votre Mac. Alors là, on va passer l'étape de connexion parce qu'il y a des informations confidentielles que je n'ai pas divulguées, voilà. On va directement passer au bureau du serveur que voici, si je clique dessus. Voilà, donc bon, hop, là, on a bien entendu Microsoft qui nous embête avec les mises à jour, voilà, tac. Mais clairement, voilà, nous sommes sur Windows Server 2016, on est sur le serveur. Alors là, on est sur le serveur Lenovo. Voilà, celui que je vous avais montré. Donc bon, c'est vraiment un très beau truc, quoi. Voilà, et ça vous permet. Enfin, on se croirait vraiment, comme vous pouvez le voir, quoi, sur un PC, quoi, en fait, hein, parce que la résolution est adaptée. Voilà, ensuite, vous voyez que c'est assez réactif, quoi. Hein. Enfin, tout dépend le serveur qu'on a collé derrière, quoi. Mais franchement, on voit que c'est vraiment très réactif, quoi, que ça réagit franchement très bien, quoi. Donc bon. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre le panneau de config, enfin les paramètres. Les paramètres étaient déjà ouverts, mais vous voyez qu'il n'y a pas de lag à niveau comment dire, vidéo. Enfin voilà, on peut même regarder comment dire, aller sur internet quoi, depuis son serveur. Donc bon, là on est sur Chrome. Et ensuite, par exemple, YouTube. Si ça veut bien. C'est vrai que j'ai une connexion en ce moment qui tire un peu quand même. Là, je vous avoue que c'est mou niveau... ah ben voilà, ouais, j'avais des extensions qui étaient en attente d'installation. Donc bon, forcément, et normalement il va y en avoir d'autres. Donc bon, bloqué. Voilà, c'est pour ça que ça rame, parce que ça cherche en fait à installer plein de merdouilles. Voilà, donc le grenier geek, voilà. Et normalement, je vais faire le test avec vous. Alors, je vais pas devoir parler, sinon ça risque de poser problème, mais on va prendre celle-là. Alors attendez, j'avais baissé mon ampli.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on peut même lire une vidéo et si on configure bien son serveur, avoir du son sur les machines distantes. Alors selon le serveur, sans avoir trop de ralentissement ni rien. C'est vrai que je vous avoue que lire de la vidéo 4K depuis un serveur en session TSE, ça va être un peu compliqué. Mais le truc qu'il y a, c'est franchement, pour lire un peu de 720p, voire du 480p, ça suffit largement quoi, pour servir de diffuseur d'appoint. Donc bon, voilà, là on a fait le tour sur Mac. Voilà, bon, je vais juste appuyer sur le raccourci clavier. N'oubliez surtout pas de... Alors c'est vrai que c'est un peu chiant de filmer sur son écran. De vous déconnecter, donc là j'ai fait un raccourci. Pour ceux qui veulent la commande, c'est simple, c'est... Alors je n'ai pas de tête, mais... donc vous créez un raccourci, en fait c'est tout con, hein. C'est une petite astuce. Alors attendez, je vais essayer de vous afficher ça mieux. Hop, vers là, je pense que vous verrez mieux. Donc vous faites un nouveau raccourci, voilà, vous tapez logoff.exe, voilà. Ah, j'ai dit .exe, c'est vrai que les claviers Mac... Et oui, d'accord, ah, parce qu'il est en anglais. Alors ça, c'est vrai que des fois, c'est un bug. Merci Microsoft de son application Codec le cul qui me met le clavier en QWERTY par défaut. Donc là, vous mettez fermer session par exemple, voilà, terminé. Et ça vous fait un petit raccourci pour voilà, fermer la session. Voilà. Après, vous pouvez choisir l'icône que vous voulez, etc. Mais c'est des petits raccourcis très sympas pour éviter de trifouiller dans le machin, truc bidule, et verrouiller, se déconnecter, etc. Moi je l'ai mis ici, ça s'appelle Bye, on clique dessus et on dégage du serveur et on ferme la porte à certains pirates entre guillemets qui auraient pu trouver en fait la connexion, etc. Ils seront obligés de deviner le mot de passe ou de faire un gros brute force, vu la gueule du mot de passe, pour accéder à ce serveur qui est le serveur principal. Voilà, donc j'ai cliqué sur F1, là c'est normal que ça revient au début. Donc voilà, maintenant on va voir ça sur un PC dans mon atelier bas de gamme en fait. Si jamais on sait pas quoi faire et qu'on a un petit serveur à disposition, alors je sais que le cas est rare parce qu'en général les personnes qui ont un PC tout pourri n'ont pas de serveur hyper puissant à la maison. Il y a vraiment très peu de personnes qui ont ça, mais bon, je vais vous montrer l'astuce quand même. Comment transformer en gros un vieux PC, à la limite même sous Windows XP ou un truc comme ça, en machine assez performante pour fonctionner tous les jours. Bon, c'est transformé oui et non en fait, parce que vous allez avoir deux machines qui tournent en fait, hein. C'est-à-dire que la machine, le PC pourri sous XP, sans le serveur, il est plus rien en fait, hein. Voilà, donc bon, faut pas se faire d'idée non plus. Donc voilà, on va voir ça de suite. La qualité du son sera encore plus pourrie parce que du coup je peux pas prendre mon micro là où j'enregistre depuis ma console numérique. Allez, à de suite. Voilà, donc nous voilà dans l'atelier. Pour les petits curieux voilà, qui voulaient savoir, juste avant de tourner la vidéo, enfin, voilà, je vais vous montrer quelques serveurs remisés, entre guillemets, on va dire que c'est des serveurs de secours. J'avais ces petits Dell PowerEdge T310, donc je conseille, d'ailleurs il y a un abonné qui m'a contacté sur Facebook, pour ceux qui veulent se faire des petits serveurs, de prendre ces modèles là parce que ça consomme que dalle, honnêtement. C'est vraiment... je crois que c'est 140 watts avec alimentation redondante, etc. derrière. Voilà, donc bon, il n'y a plus le loquet moi en haut là, hein, pour vraiment enlever la façade, c'était fait exprès. Ils ont, alors en base, ils ont un petit Core i3, voilà, qui est assez... Franchement, pour un petit serveur, ça suffit largement. Donc voilà, vous avez, donc ça se démonte assez facilement, voilà. Vous avez pour la plupart des modèles un petit affichage de la température, contrôle de consommation, etc. dessus. Ensuite, sur la plupart des T310, parce que c'est une option ça, mais sur la plupart, il faut savoir que c'est installé. Comment dire, les baies de disque en façade, hein, ce qui est très pratique. Je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment pas sorcier. Voilà, donc il n'y a pas de disque là-dedans, mais normalement vous avez un disque dans ce calice qu'on appelle. Vous appuyez là. Là, je vous montre cette vidéo pour ceux qui s'y connaissent pas en serveur, hein, c'est toujours bon à savoir. Voilà, vous mettez votre caddie là-dedans. Voilà, vous appuyez. Voilà, et c'est bon, votre disque dur est branché. Voilà, vous faites ça à chaque fois. Bon, là c'est un cache, hein, mais sur autant de trappes qu'il y a. Pour les défaire, c'est tout bête, vous appuyez là. Et vous pouvez retirer votre disque à chaud s'il est défectueux.
pour le remplacer, on sait jamais, là voilà, c'est votre disque neuf que vous avez commandé. Voilà, vous le remplacez, hop, comme ceci, tac, et ça va copier l'intégrité des données voilà, sur ces disques selon votre formatage en RAID sur le nouveau disque. Voilà, donc bon, c'est vraiment très simple de maintenance, on va dire, hein, ces trucs. Pour les remonter, c'est très simple, vous avez deux petites encoches, vous fermez, et voilà, c'est vraiment des petits serveurs. Alors je vous avoue que c'est pas de la performance énorme. J'ai réussi à faire tourner du Windows Server 2012 dessus, sans trop de problèmes, bien qu'à mon avis il soit plus à l'aise en 2008. Après, pourquoi je vous présente ça? Parce que j'ai un abonné qui m'a demandé, voilà, qui était à la recherche d'un serveur, donc bon, étant donné qu'il était vraiment, il avait un budget au ras des pâquerettes, je vais plutôt conseiller une tour comme ça, voilà, hein, une petite tour lambda avec un petit processeur, ça fera largement le taf, surtout que c'était pas un serveur gourmand, mais si vous voulez un truc vraiment assez mastong, n'hésitez pas franchement à taper dans le Dell T310. Il y a aussi les Dell T110, mais je ne sais pas ce qu'ils valent, honnêtement, j'en ai pas eu entre les mains. Voilà. Donc bon, vous voyez que la taille est à peu près standard pour ces Dell 310. Contrairement à d'autres serveurs au format tour, voilà, vous pouvez voir là un vieux IBM. Alors il est complètement mort, hein, je l'ai récupéré voilà, avec toute sa documentation à mon ancien travail. Il est complètement mort, tous les condensateurs ont explosé, quoi. Mais voilà, c'est un vieux IBM, voilà, c'est un système X3400, voilà, donc bon, c'est franchement c'est assez solide. Là c'est moi qui ai rajouté ça parce qu'il manquait un cache, histoire que ça fasse moins vide, quoi. Voilà. Et après, sinon, encore un Dell T310 dans mon atelier, mais celui-là est en service. Alors, il est en service, oui et non. C'est le gros NAS que je vous parlais. Voilà. Là-dedans, vous avez vraiment pas mal de stockage, voilà. Et c'est un NAS, franchement, un gros NAS que je me suis fait. Si jamais j'ai du claquage ou de la perte de données, notamment toutes mes musiques sont stockées là-dedans, bien au chaud, bien en sécurité. Tous les mois, je le rallume pour tout simplement y mettre les nouvelles musiques, et c'est sauvegardé, j'ai oublié de vous montrer, en 4 fois. C'est-à-dire que si ce disque dur lâche, j'en prends un autre, je renfiche dedans, tout est sauvegardé. Donc vous voyez que quand même c'est bien au chaud, ça fait quand même un petit coffre-fort de données. Alors là vous allez me dire, oui mais si le serveur lâche, ben justement j'avais anticipé le truc, parce que sur des vrais serveurs comme ça c'est plus facile d'anticiper les pannes. Il suffit juste de remplacer la carte RAID normalement par une autre. Et des cartes RAID, vu que j'en ai plein des Dell T310, c'est pas ce qui manque honnêtement. Donc bon voilà, je peux vous le démarrer. Alors je vais pas vous le démarrer voilà tout le temps, voilà, hein, étant donné qu'en plus il est en Windows 10 celui-là, vraiment c'est juste un partage réseau en fait de gros disques, hein, c'est une petite retraite pépère, mais voilà. Donc ça fait un peu de bruit, hein, voilà, là vous avez l'affichage, c'est surtout au démarrage que ça fait du bruit. Donc voilà, système booting. Après c'est relativement silencieux, hein, comme truc, hein. Voilà, donc bon, dans cette pièce il fait quand même assez chaud. Là on voit que je l'avais réglé sur la température. Ensuite, alors de mémoire, voilà, vous cliquez sur View. Donc vous avez le Dirac IP, l'adresse MAC, le nom, le nombre. Voilà, vous pouvez voir la consommation, je vous mens pas, c'est de 144 watts, ce qui est relativement peu. Ensuite, power, température, ben voilà, c'est sur ça qu'on reste. Et ensuite ça vous affiche également les erreurs. Si jamais il y a. Par exemple, je serais bien tenté de vous faire un châssis intrusion pour vous montrer. Le problème c'est que ça va souffler, vous n'allez plus m'entendre. Châssis intrusion, c'est quand on enlève la trappe en fait sur le côté et en gros il se met en sécurité parce qu'il n'y a plus de déflexion d'air. Donc voilà, c'est encore pas mal de blabla, mais honnêtement, voilà, je vous présente un peu tout ce que j'ai niveau infrastructure réseau. Voilà, vous en avez encore un ici, ben ça c'est l'ex-Robin, ce que j'appelle. Ça, vous voyez, c'est le vieux PC que là où je vais faire fonctionner le TSE qui démarre. Voilà, donc ça c'est le vieux Robin, voilà, hein, donc bon, on voit qu'il a bien servi, hein, je l'ai pas dépoussiéré encore. Il en a mangé celui-là, hein, c'est un des premiers que j'ai eu, hein, donc bon.
Hop, voilà, c'est oui, je donne des surnoms à mes serveurs pour mieux les repérer, c'est moins chiant que les adresses IP à retenir. Voilà, donc bon, je laisse pour dire que ce modèle, je le connais particulièrement bien pour ceux qui veulent commencer à se faire des petits serveurs. Alors tout dépend des serveurs, mais n'hésitez pas à taper dans le T310, il est pas trop cher. Franchement, c'est de la très bonne cave, hein, quoi, en plus. Donc, on se retrouve de suite pour le lancement de la session TSE. Voilà, donc on se retrouve devant un ordinateur sous Windows 7, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Donc c'est ma bécane de test, voilà, pour mon atelier. Voilà, c'est celle que je vous ai montré, le Fujitsu Siemens, là, un vieux truc des années 2006, quoi, qui commence à ramer pas mal. Et donc, je vais vous montrer donc comment accéder vraiment au truc. Donc, vous allez dans connexion bureau à distance, en fait, voilà. Donc vous pouvez le taper ici, hein. Voilà, alors bon, connexion bureau à distance, voilà. Vous allez taper l'adresse IP de votre serveur, parce qu'automatiquement vous avez une adresse IP sur le serveur. Si vous ne l'avez pas définie, alors c'est tout bête, il faut que vous alliez dans les paramètres réseau du serveur, en fait, pour lui définir une adresse IP fixe, en fait. Parce que si vous avez rien touché au niveau des paramètres réseau, c'est-à-dire qu'il est en IP dynamique, en fait, et ça veut dire que un jour, le serveur DHCP de la box, en fait, si vous l'avez configuré comme ça, va lui attribuer, par exemple, 188.172.1.134, et le lendemain, il va lui attribuer l'opposé, c'est-à-dire 192.168.1.32, en fait. Et vous n'allez pas faire une recherche à chaque fois sur l'adresse IP de vos serveurs. Donc l'idéal c'est d'aller lui attribuer une adresse IP fixe, c'est-à-dire que vous dites au serveur que vous voulez lui attribuer par exemple l'adresse IP 192.168.1.10, on va dire, et dans ces cas-là, vous entrez donc dans les connexions de bureau à distance 192.168.1.10, voilà. Et donc vous allez aller dans cette fenêtre de connexion, en fait. Enfin, ça va aller. Ah, enfin. Donc, voilà, bon, c'est encore une fois. Enfin, remarque, comme vous voyez l'IP et que ça craint pas grand chose, voilà, je vais le faire devant vous. Voilà. Donc, ici, voilà, ordinateur, vous tapez donc l'adresse IP. Voilà. Et donc, bon, là, vous allez taper en fait l'utilisateur, l'administrateur. Si vous voulez enregistrer le paramètre de connexion, vous faites enregistrer sous et vous le mettez sur le bureau, comme ça vous n'avez pas à vous ressaisir tout le truc. Là vous avez les paramètres d'affichage, donc plein de trucs, voilà, hein, ressources locales, voilà, là où on peut faire diffuser de l'audio sur le PC source, etc. Enfin voilà, tout un tas de trucs. Donc bon, ensuite connexion, vous tapez votre mot de passe. Alors vous pouvez faire des complexités de mots de passe, c'est-à-dire que moi j'ai un mot de passe très simple en connexion locale parce que a priori il n'y a que moi qui a accès en local ou les personnes invitées qui ne risquent pas grand chose, et un mot de passe beaucoup plus complexe en extérieur en fait. Voilà, et sachant que c'est une particularité qui est très difficile à faire parce que si vous voulez, si je tape ce mot de passe là que je viens de taper en extérieur, ça ne m'accorde pas en fait l'ouverture de la session. Et si je tape mon mot de passe extérieur en local, ça ne m'accorde pas non plus l'ouverture de la session, ce qui fait que même avec un truc brute force en fait, ça peut brouiller énormément de pistes en fait. Et là, on se retrouve voilà sur le, bon, il y a toujours ce foutu message que je vous ai dit qui malheureusement je ne comprends pas trop. Mais on se retrouve sur le serveur, donc sur le fameux Saturnin. Voilà, donc là où on peut ouvrir Google Chrome, vous voyez que c'est instantané, franchement, hein, c'est... Voilà, hein, vous allez sur le bon coin, paf, c'est... Voilà, là il n'y a plus de mise à jour à me proposer, enfin... Vous voyez, et tout ça, voilà, toute cette performance avec un ordinateur, vous voyez... En fait, là, je suis sous limite un Windows 10, quoi, parce que Windows Server 2016 équivaut à Windows 10, sous un Windows 10, quoi, avec 16 Go de RAM, un processeur Xeon avec 8 cœurs, qui est, une tuerie, quoi, et vous voyez, sur un PC tout pourri, ce qui permet, si un jour, voilà, ça m'arrive, moi, de faire comme ça, hein, vous voulez, comment vous expliquer ? C'est ça, vous récupérez un PC tout pourri, parce que j'ai encore plus pourri que ça comme ordinateur, hein.
et ben vous en faites ce qu'on appelle un client, c'est simple, un client TSE, parce que ça, le protocole d'affichage d'écran de serveur sur écran comme ça s'appelle un protocole TSE, voilà, ou RDP parce que ça a changé de nom, mais c'est exactement pareil. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel ordinateur, même sur smartphone, vous pouvez le faire. Moi, sur mon iPhone, c'est simple, j'ai l'application Microsoft Remote Desktop, voilà. Et bien c'est simple, je peux accéder à ce bureau, voilà, depuis n'importe quel truc. Et là où ça devient, alors ça va être compliqué à montrer, mais là où ça devient drôle, c'est que par exemple, je peux refaire une connexion de bureau à distance. Alors celui-là, est-ce qu'il est actif? Parce que voilà, bon, on va essayer ça. Hop, je vais me faire jeter, je pense. Ouais, voilà. C'est ce. Ouais. Top. Parce que le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, ça m'affiche pas des fois le bon serveur. Ah, mais c'est vrai qu'il est pas sur le bon nom de domaine, et c'est vrai que je l'ai pas en face, le nom du serveur. Parce que j'ai pas encore fait les raccourcis, mais. Donc là, c'est un 8. Le 5, normalement. Que j'y dise pas de bêtises. Voilà, je suis un peu paumé, malheureusement. J'avais pas anticipé ce truc. Il va falloir que je le fasse de toute urgence. Parce que c'est vrai que là, je les ai pas devant. J'ai l'habitude de faire devant. Mais. Hop. Ouais, voilà. Tac, là. Donc, Dylan. Est-ce que je vais me faire jeter? Tac, allez. Ah, il veut pas ou quoi? Comment ça se passe? Bon, alors écoutez, là ça fait partie d'un bug que je comprends pas trop, mais là vous voyez, je suis sur un autre serveur en fait. Voilà, donc bon, là j'ai des programmes au démarrage, là c'est normal parce que c'est un serveur pas performant, mais je crois que c'est le serveur de sauvegarde, c'est Jupinia celui-là, celui qui est tout en bas. Vous voyez que là je suis sur un autre bureau en fait encore, qui est sous Windows Server 2012. Voilà, normalement, propriété, voilà. Hop, voilà, je suis sur bien sûr Jupinia et ah oui, c'est vrai que j'avais modifié la RAM dessus pour en foutre plus à un autre. Voilà, donc là vous voyez que je suis sur un autre serveur, voilà. Donc bon, c'est, vous voyez, et encore là, à partir de là, donc mettons, alors moins ce que non, oula, j'ai fait une connerie, parce que c'est vrai qu'après, ce qu'il faut pas confondre, c'est ce truc là, mais normalement c'est censé me mettre une autre barre en haut et ça me le met pas. Donc est-ce que c'est ma version de Windows qui est un peu trop ancienne pour ça? Je sais pas trop, parce que là ça porte un peu à confusion le fait d'avoir ce bordel de fenêtres là, ou c'est mon écran peut-être qui est pas, ouais voilà, ça avec Avast là malheureusement ça fout un peu le Bronx. Ouais, bon, je réglerai ça sur l'iMac. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez accéder à des bureaux à l'infini, en fait, comme ça. Ce qui fait que c'est quand même assez magique. Je voulais vous montrer, parce que un truc, quand même, option de l'adaptateur. C'est vrai que je suis toujours un peu largué sur ce nouveau panneau de config. Je préfère à l'ancienne comme ça. Tac, Ethernet 2, Ethernet 2, Ethernet 2, hop, là c'est bien le 5, et pourquoi le 5 il ne voudrait pas me l'ouvrir? Mystère, ouais, parce qu'il y a énormément de bugs en fait avec les comment dire, les connexions de serveurs quand même, donc bon c'est... Là normalement c'est ça sûr et certain, hein. Et des fois ça passe pas en fait. Donc bon, voilà, ouais, c'est le temps d'active d'ouverture. Ouais, ou alors autre choix, peut-être que c'est... Ouais, bon, il voudra pas. Bon, c'est un peu bête en fait parce que oui, c'est bien Saturnin, donc il a bien reconnu, mais pour une raison que j'ignore, il veut pas m'ouvrir. En fait, il y a des bugs quand même qui sont assez subtils. C'est vrai que c'est tout ce qui est, vous voyez que
toutes les bécanes sont accrochées à des noms de domaine, et avec les domaines, en fait, ça fout un sacré bordel, effectivement. Des fois, quand même, quand vous voulez accrocher un poste source à un domaine, en fait, des fois, vous pouvez avoir des bugs comme quoi il ne trouve pas le domaine, etc. Et vous allez réessayer exactement la même manip via un autre utilitaire de Windows bien planqué, ça va fonctionner. Bah là, les connexions TSE, en fait, en local, moi, j'ai un peu le même problème, c'est que pour une raison que j'ignore, sur certains postes, ça va fonctionner, et sur d'autres, non. C'est-à-dire que là, me connecter à Saturnin ou... non, Marsus, c'est Marsus que je cherche depuis tout à l'heure, ça ne va pas fonctionner sur ce poste, et sur l'iMac, ça va fonctionner. Donc c'est un peu débile. En fait, on ne sait pas de quoi ça vient, en fait, et j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc bon, ça reste en suspense. Moi, quand même, ce qui m'importe, c'est que ça soit accessible depuis l'extérieur, et c'est vrai que depuis le smartphone, en fait, depuis une connexion extérieure, même depuis un ordi, j'ai pas ce problème-là, en fait. C'est-à-dire que je connais mes identifiants par cœur, quand même. Alors, des fois, il peut y avoir des variantes entre identifiant intérieur et extérieur, mais c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Il n'y a pas de truc, donc en général, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, j'espère vous avoir tout présenté, voilà. Bon, je peux vous continuer, cette vidéo va être 10 fois trop longue encore une fois, voilà. Présenter un peu encore des parties de réseau annexes, vous voyez, hein. Bon là on a encore des trucs de goodies, voilà, ça c'est un switch qui dessert l'atelier. Pour vous faire le tour, alors bon, ne faites pas gaffe, mais c'est un peu le Bronx, quoi, voilà, c'est reparti sur un autre switch là-bas. Mise au point veut plus, voilà, merci. Voilà, c'est le Bronx total, voilà, hein, c'est, vous voyez, c'est, hop, c'est, voilà, c'est là où je bosse, voilà. Donc bon, c'est, comment vous dire, voilà, je vous ai présenté à peu près tout, quoi, franchement, je pense ne rien oublier. Après, bon, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais rajouter. Franchement, bon, je pense que j'ai rien oublié. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que si vraiment vous avez tenu à la vidéo entière, je pense que vous auriez quand même appris pas mal de choses sur les serveurs, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une session TSE, comment ça fonctionne, etc. Donc bon, j'espère pour les mordus de réseau et mordus d'informatique vous avoir appris quand même assez de trucs, vous montrer les possibilités d'un réseau, et encore là, il s'agit d'un petit réseau, hein, malgré l'armoire. La hauteur de l'armoire et tout, il s'agit d'un petit réseau, hein. Franchement, c'est pas non plus un truc énorme, hein. Mais voilà, enfin j'espère vous avoir appris quand même pas mal de trucs. Bon, sur ce, moi je vous dis salut à tous, hop, on quitte ça, et je vous dis à la prochaine.